Et on retrouve Sophie Majran pour cette chronique en partenariat avec l'agence de voyage Odeya. Bonjour Sophie Majran. Bonjour Liselotte. On pourrait peut-être commencer, puisqu'on en parle chaque semaine, mais par vous demander que signifie Odeya. Alors Odeya, ça vient du mot grec odos, qui signifie donc en grec ancien, le chemin, le voyage, la route. C'est la même racine que nous retrouvons dans Exode ou Odyssée, ça fait vraiment appel au voyage, voilà. Mais effectivement, tout s'éclaire. Et donc, vous nous emmenez justement sur les routes de la Sicile. Absolument. Donc, on n'est pas tout à fait en Italie. On est déjà un petit peu en Afrique, d'ailleurs. Quand je travaillais, quand je fouillais, je faisais des fouilles archéologiques dans ma jeunesse. Donc, sur cette terre, sur cette île sicilienne, l'île du Soleil, souvent, on me disait, les Italiens du Nord, me disaient, alors, t'es en Afrique, là? Ça va comment en Afrique? Parce que c'est vrai que pratiquement les 3/4 de l'île de la Sicile sont déjà sur la plaque africaine de fait, et la jonction des deux plaques entre la plaque européenne des Apennins et la plaque africaine, vous avez l'Etna qui culmine à 3300 mètres quand même d'altitude et qui permet de décharger un petit peu toutes ces tensions, si vous voulez, entre ces plaques africaines et ces plaques européenne. C'est la tectonique, n'est-ce pas? En tout cas, cette île de Sicile, qui est grande comme la Belgique, mérite un voyage à elle seule, bien sûr. C'est un très beau pays. C'est un pays à part. Déjà, il y a un parler, une langue à part. Non, le sicilien, ce n'est pas tout à fait l'italien. C'est rien à voir d'ailleurs. Il y a quand même des racines communes. C'est le latin, mais on est dans un autre monde avec 3 âges d'or. Là aussi, vous avez l'âge d'or grec. On parlait des racines, en tout cas de l'origine, de l'étymologie d'Odeya. Et donc, c'est un mot grec ancien. Et c'est vrai que la Sicile a ses racines dans ce monde grec ancien, lorsque au 8e siècle avant Jésus-Christ, Rome n'est encore qu'un village de cabanes, et encore, vous avez déjà des colons qui arrivent du monde grec oriental et qui viennent s'installer notamment en Sicile. La première fondation remonte donc dans les années 750 avant Jésus-Christ du côté de Taormina, et puis vous avez la fondation de Syracuse qui sera la ville la plus belle du monde selon Cicéron, et donc un chapelet comme ça de fondations grecques anciennes qui vont véritablement marquer les lieux. Ces fondations, ces villes qui restent indépendantes les unes des autres, qui ne sont pas liées à leur patrie d'origine plus que cela, on garde simplement les divinités, des liens commerciaux peut-être particuliers, mais aucun lien de subordination. Et donc, ce sont des villes qui vont découvrir une île très riche, des territoires fertiles, parce qu'une ville qui s'installe sur les côtes siciliennes au 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est à la fois une partie urbaine, avec un petit port pour faire des échanges, etc., mais aussi tout un contexte local et donc agricole autour pour pouvoir se nourrir tout simplement. Et donc vous avez une terre riche, fertile, puisque c'est volcanique. Ils deviennent beaucoup plus riches que les Grecs restés au pays, si vous voulez. Et d'ailleurs, les Grecs restés au pays avaient l'habitude de parler des Siciliens comme étant ceux qui étaient gras. C'était le sobriquet qu'on leur donnait, les gras. C'était un peu de jalousie aussi qui transpirait dans tous ces propos, parce que ils étaient riches, ils étaient opulents, et les villes étaient riches, étaient opulentes. Lorsque l'on fait ce tour de Sicile, c'est formidable parce on arrive à Palerme et puis on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On découvre tous ces temples extraordinaires. Il n'y a pas un temple par ville. Il y en a 2, 3, 4 comme à Agrigente. Vous avez une vallée des temples qui en réalité, au lieu d'être une vallée, c'est plutôt une terrasse comme ça qui domine la campagne. Au loin, vous avez la mer Méditerranée turquoise et vous avez 5 temples en enfilade les uns derrière les autres. Ça vous montre un petit peu la richesse, le degré de civilisation de toutes ces populations. Vous avez d'autres villes comme Syracuse, on en parlait tout à l'heure, où le temple, par exemple, principal sur l'île d'Ortigia a été transformé en église, en cathédrale. C'est le Duomo actuel, c'est la continuité là que l'on voit, c'est très intéressant. Et donc un âge d'or grec fabuleux. Le deuxième âge d'or, c'est l'âge d'or des Normands.
Non. Les Normands qui sont partis du Cotentin et qui ont tenté l'aventure dans le sud de l'Italie, qui se sont créés un royaume, qui ont réussi, au début du XIIe siècle à chasser les Arabes de Sicile et installer leur capitale à Palerme. Vous avez là vraiment les restes d'un palais normand, les restes de cathédrales avec à la fois les influences arabes, c'est certain, avec des moukarnas, vous savez, les sortes de stalactites complètement orientaux que l'on retrouve dans l'église de la chapelle palatine du palais des Normands à Palerme, mais aussi toutes ces mosaïques qui marquent l'influence continue des Byzantins dans la culture du sud de l'Italie et particulièrement de l'île de la Sicile. On est ébahis, si vous voulez, à la cathédrale, au Duomo de Montréal, dans la cathédrale également de Cefalù, là, qui a les pieds dans l'eau à proximité de Palerme. C'est magnifique. Le troisième âge d'or, et on en terminera par là, parce que sinon on peut y rester des heures, c'est suite au grand tremblement de terre qui a eu lieu à la fin du XVIIe siècle en Sicile, qui a ravagé vraiment tout le sud-est de la Sicile. On va reconstruire des villes, soit sur les villes complètement par terre, soit dans des territoires vierges. On va déplacer, si vous voulez, l'emplacement des villes comme à Noto et construire des villes dans un esprit baroque. On va se moquer un petit peu de toutes ces vicissitudes, de toutes ces problématiques, de toutes ces terreurs qu'on a connues, et on va créer des sortes de décors de théâtre dans ces nouvelles villes reconstruites au XVIIIe siècle. C'est extraordinaire. Et si vous voulez découvrir tout cela, c'est à la fin du mois de mai, c'est au mois de mai en tout cas, avec Jean-Michel Sanchez, du 16 au 24 mai, c'est la meilleure saison. Il reste encore quelques places. Ouais, chers auditeurs, allez sur le site de l'agence de voyage Odeia pour plus de renseignements. Merci beaucoup Sophie Majoran et à la semaine prochaine. À très bientôt, merci.